Voilà, bonjour Annick, bienvenue dans mon podcast, je suis ravie de t'accueillir. Merci Sophie, c'est un plaisir d'être invitée et de te revoir. Oui, est-ce que tu veux bien pour commencer te présenter pour nos auditeurs? Je m'appelle Annick Brofman et puis j'enseigne des stages sur la guérison, le rapport entre ce qui se passe au niveau physique et ce qui se passe dans la conscience, dans la cause intérieure des symptômes. Et puis un atelier de la vue aussi pour améliorer ou guérir sa vue. Et je fais ça depuis 31 ans et il semble que c'était hier. Et puis, je sais pas quoi dire de plus. Je vis dans le sud de la France, mais ça s'entend. Et, et, et je fais que ça. Voilà, je donne des stages, des conférences, des podcasts, et je suis passionnée par ce que je fais. Mhm. Et comment est-ce que tu as découvert Martin Brofman et sa méthode Le Corps Miroir? Alors, à l'époque, j'étais assistante sociale et ma secrétaire avait rencontré un magnétiseur. Son fils avait de l'asthme. Elle l'a amené voir ce magnétiseur. Et puis, le petit a plus d'asthme. Et puis, il lui a dit, oh, vous devriez faire un stage avec ce Martin Brofman. Et elle est allée faire un stage de week-end. Je crois que c'était le dernier week-end que Martin a enseigné. Après, il a enseigné plus que les stages de 4 jours. Et elle est revenue. Elle était complètement enthousiaste. Elle m'a dit, Annick, il faut que vous veniez faire ça avec moi. C'était l'époque un peu New Age, euh, où tout le monde était en quête d'une spiritualité hors religion. Et donc, on était toutes les deux à fond là-dedans. Donc, elle m'a amené faire le stage. Et puis, euh, et puis j'ai adoré. J'ai adoré. Donc, j'ai suivi la formation pour être enseignante. Et puis voilà. C'était je crois que je fais mon premier stage avec Martin, ça devait être en 89. Et j'ai commencé à enseigner en 92, début 93. Mhm. Et c'est vraiment une méthode où il y a des guérisons spectaculaires? Oui, 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 il y en a. Il y a des histoires à succès hein, sur le site. Et il y a des choses qui sont inexpliquées par le corps médical, mais comme certaines rémissions spontanées. Quand on travaille avec l'idée que tout commence dans la conscience, c'est un point de vue, c'est pas le seul. Mais quand on se met dans cette réalité, alors on prend le pouvoir. Et alors on fait le lien entre un événement et le début d'un symptôme. Et c'est pas réservé à des gens qui sont évolués, qui sont spirituels mais c'est très pratique. Quand Martin a créé la méthode, c'était pour démystifier tout ce qui avait été si mystifié par la spiritualité depuis des siècles. Donc c'est abordable pour tout le monde. C'est très très simple. C'est extrêmement simple. D'ailleurs, il y a pas besoin de guérison pour guérir. Ce qu'il y a de commun à toutes les guérisons, c'est la transformation. La personne change d'avis par rapport à quelque chose, une réaction à un événement. C'est pour ça qu'il y a des rémissions spontanées. Et donc le but, c'est de prendre conscience de la cause intérieure du symptôme, mais derrière ça, c'est de transformer quelque chose. Donc, si tu veux, ce que la méthode apporte, c'est des clés pour cette transformation. Donc, d'expliquer pourquoi, enfin, en quoi ça commence, tout commence dans la conscience, comment ça se passe, et puis comment est-ce qu'on peut changer tout ça. Donc, c'est vrai que il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est extraordinaire, mais en fait, pour moi, c'est la nature même de notre être, quoi. Et quand les personnes font le stage, ça résonne parce que ça touche quelque chose qui est juste à l'intérieur. On a, on est illimité, illimité, et il n'y a pas besoin d'être évolué pour ça.
On l'est tous, on est tous nés avec le même équipement. Mmh. Waouh! Il y a des gens qui veulent développer, d'autres non. Si tu veux, la guérison, enfin, le fait de connaître la cause intérieure des symptômes, c'est bien pour les gens qui veulent guérir, d'accord? Et on peut le faire avec l'auto-guérison, ou des fois, quand on est euh, impliqué émotionnellement dans sa propre histoire, on n'a pas forcément l'objectivité de voir les choses. Donc, quand quelqu'un de l'extérieur nous aide à sortir du fond de la bassine, ben ça aide à faire cette transformation. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont déjà thérapeutes, guérisseurs, magnétiseurs, et même le corps médical. C'est toujours intéressant de communiquer à la personne la cause intérieure du symptôme, en plus des traitements allopathiques ou quelles que soient les méthodes que les gens veulent utiliser, régime, quoi que ce soit, d'avoir aussi cet aspect hein, de la cause intérieure des symptômes. Ça met la personne sur le siège conducteur de sa vie et ça lui permet d'effectuer cette transformation de façon à pas retourner dans les anciennes manières d'être. Parce qu'il y a des gens il y a des gens qui sont soignés et puis ils retournent dans leur vie, ils transforment rien, ils recréent toujours les mêmes symptômes ou toujours dans les mêmes endroits. Mmh. Et Martin, si je me rappelle bien, il avait créé cette méthode suite à une guérison qu'il avait eue sur lui-même d'une tumeur qui était inopérable au niveau du cou, quelque chose Oui, comme ça? oui, il avait une tumeur inopérable dont il s'est guéri, pas par la méthode qu'il a créée. À l'époque, il, euh, il a utilisé la méthode Silva, qui est toujours Mmh. enseignée dans le monde, peut-être moins qu'avant, depuis que José Silva est décédé. Mais c'est une méthode qui utilise la puissance du mental. Donc les affirmations, la visualisation créatrice. À l'époque, c'était très novateur, c'était controversé. Maintenant, tout le monde l'utilise, même dans le sport, hein. Quand on parle de la force du mental, tout le monde sait de quoi on parle. À l'époque, c'était tout nouveau, hein. C'était dans les années, avant les années 80. Et il a utilisé ça. Et ce qui s'est passé, c'est que il a guéri du cancer, mais il s'est rendu compte aussi que sa vue était redevenue claire, normale. Et c'est ça, au départ, qui l'a interpellé. Donc, son premier domaine de recherche, ça a été plus sur la vue. Donc, le premier atelier qu'il a créé, c'était l'atelier de la vue, que je vais enseigner à Genève bientôt, et où on utilise ces outils-là, euh, visualisation, affirmation positive, yoga des yeux. Et ce qui est inclus dans cette méthode, c'est aussi tout son parcours personnel. Donc, lui, il a guéri sa vue sans travailler sur sa vue. D'accord? Ça a pris, si on regarde, admettons 1 an. Donc, pendant le week-end, les personnes traversent ce processus de transformation que lui a fait en 1 an. Ils le font en 2 jours, mais ils le font consciemment. Et ensuite, donc c'est là qu'il a créé ce premier atelier. Et puis après, il était comme un enfant dans un paquet de bonbons, hein. Il avait été informaticien à Wall Street, très cartésien, assez rigide. Et puis là, il y avait toute cette science-fiction qui s'ouvrait devant lui. Il était curieux et c'est là qu'il s'est mis à étudier toutes les philosophies orientales. Enfin, tout. Il était avide de connaissances, mais pour lui-même, pas pour en faire un stage, hein, du tout. Et puis, au fur et à mesure, tu sais, c'est un peu comme un puzzle. Tu as des pièces qui sont un peu à droite, à gauche, et puis il y en a deux qui se mettent ensemble, puis trois, et puis des petits, des choses qui se constituent comme ça. Et c'est ça qui a créé ce qu'il a appelé plus tard le système corps-miroir, où on apprend aux gens à se guérir les uns les autres. Au départ, euh, quand il a fait la méthode Silva, il sentait quelque chose dans ses mains. Et l'instructeur lui a dit, bah, tu dois être guérisseur, tu as l'énergie dans tes mains. Et pour lui, qui était informaticien à Wall Street, c'était vraiment de la science-fiction. Et puis, il était novice. Enfin, tout le monde a fait ses premiers pas dans, dans ce, dans ce monde-là, hein. Donc, quand on commence, on n'a pas la confiance qu'on a après 30 ans d'expérience. Donc, il était tout impressionné, guérison, magnétisme, il était tout nouveau dans ce truc-là. Donc,
il a sauté dans ce paquet de bonbons, on va dire. Et puis, c'est là qu'il a découvert, oui, à quel point les manières d'être, euh, quelle manière d'être est à l'origine de quels symptômes. Et il a étudié il a fait quelques études de médecine aussi, hein, très peu, mais suffisamment pour avoir certaines connaissances par rapport la carte des nerfs, système endocrinien, etc. Donc, il a étudié les chakras. Ce qui était intéressant pour lui, c'était de voir là où les différentes méthodes se retrouvent. Et, hum, et il y a des méthodes qui se retrouvent pas avec les autres. Et lui, pour lui, ce qui faisait sens, c'est quand tout le monde dit la même chose, avec des lentilles différentes. Et donc, il a inclus, quand on parle de tout commence dans la conscience, les manières d'être. On parle, notre langage, ce sont les chakras. Je suppose on va en parler. Et donc, il a constitué cette carte. Et à l'époque, il voulait guérir la terre entière. Il voulait partager ça avec le monde entier. Et il racontait des fois dans les stages que il s'est dit que même s'il passait une seconde avec chaque personne, il n'aurait pas assez de temps pour guérir la terre entière. Donc, il a décidé de créer ce stage où il apprend aux gens à faire ça. Et il n'y a pas besoin d'être spécial pour guérir les autres. On est tous nés avec le même équipement. Je dis toujours, moi, c'est comme faire du pain. D'accord? Tout le monde peut en faire. Il y a des gens qui gagnent leur vie avec, et puis il y a des gens qui l'achètent chez le boulanger. Il y a de bons boulangers, et puis il y en a, et ils font du moins bon pain. Donc, dans tous les corps de métier, hein, il y a des gens qui sont doués et d'autres pas. Mais c'est pas une question de don. C'est vraiment une question de comment on le fait, quoi, avec quelle intention. Il y a des gens qui sont faits pour ça, et puis il y a des gens, c'est juste pas leur truc. Donc, on a tous cette capacité. Donc, il y a des gens qui viennent faire le stage parce qu'ils veulent se guérir d'un symptôme ou qui sont curieux. Des gens pour qui le corps médical n'offre plus de solution. Donc, les gens, c'est généralement ce qui les pousse à voir ce qui se passe dans les méthodes alternatives. Et, hum, et puis, il y a des gens qui viennent parce qu'ils sont déjà thérapeutes eux-mêmes et puis ils ont envie d'avoir ce langage, hein, du corps pour pouvoir aider leurs propres patients. Mhm. Donc, il a commencé à former, à créer ses stages. Et puis, il disait, même là, ça va pas aller assez vite, hein, pour guérir la terre entière. Et c'est là qu'il a décidé de former des instructeurs qui enseignent les stages pour que ça aille plus vite. Donc, à une époque, on était 24 à enseigner ça dans le monde. Maintenant, on est 7. Donc, on est une bonne équipe. Mhm. Le même, euh, le même but, d'aider Mhm. d'aider les gens à, à être sur le siège conducteur de leur vie et à vivre une vie heureuse, sans se comparer aux autres. Juste une vie, c'est bien, quoi. Mhm. Soit Et, boulanger ou ministre. et tu parlais tout à l'heure des stages de la vue. À quoi on peut s'attendre quand on fait un stage de la vue? Est-ce qu'on peut laisser après nos lunettes au placard? Enfin, qu'est-ce que Oui, oui, tu... il y a beaucoup de gens, hein, qui laissent leurs lunettes après le stage. En général, il y a des gens qui guérissent totalement de la vue, puis il y a des gens qui l'améliorent. Et comme ils l'améliorent, ils savent que c'est possible. Maintenant, avec la vue, tu sais, tout commence dans la conscience. Donc, il y a un moment donné dans la vie de la personne où quelque chose se passe qui est difficile à voir. Et la personne ne veut pas voir quelque chose parce que c'est difficile à voir. Donc, il y a une émotion derrière. Et quand la personne peut relâcher cette émotion, elle revient à la clarté. D'accord? Donc, il y a cette idée de transformation. Et puis, il y a aussi toutes, toutes les limites que les gens ont par rapport au fait que c'est possible de guérir la vue, parce que c'est pas le discours de, du corps médical. Alors nous, on n'est pas en compétition du tout avec le corps médical. D'ailleurs, on a des ophtalmos qui viennent faire nos stages parce qu'ils voient les gens revenir à leur cabinet avec une vue meilleure. Ils se disent comment c'est possible et alors ça les intéresse. Je pense que quand on est
médecin, quand on est guérisseur, on a tous le même but, c'est que les gens soient en bonne santé, d'accord? Donc on peut travailler ensemble. Et d'ailleurs, dans le corps médical, on travaille avec le corps médical maintenant dans certaines parties de France. Dans le corps médical, ne serait-ce qu'avec le cancer, il est reconnu qu'il y a une cause intérieure au cancer et que c'est pas juste physique, d'accord? Et donc c'est avec le stage de la vue, quand les gens sont vraiment ouverts, ça se passe. Ça se passe. On a eu des guérisons miraculeuses. Il y a d'ailleurs à Genève une des participantes qui voyait plus rien. Son premier stage avec elle avait les yeux tout petits. Et puis elle a fait, je sais plus, elle a dû faire 4 ateliers de la vue. Et à chaque fois, c'était de mieux en mieux. Et maintenant, je pense que le corps médical veut faire une étude spéciale sur elle pour voir comment est-ce que ça a été possible d'évoluer dans le bon sens autant, quoi. Et ce qui est sympa avec la vue, moi j'aime bien la métaphore de s'être perdu de vue. Donc quand les gens, avec n'importe quelle guérison, hein, on peut dire la personne s'était perdue de vue et puis elle revient à la maison, elle se retrouve. C'est un processus qui est très très joyeux. Et si je prends l'exemple de cette dame, c'est fabuleux de voir la transformation aussi, où la personne, elle devient, à chaque fois que tu la vois, elle est différente, elle a le sourire, elle arrive au stage le premier jour, elle est habillée en noir, elle est éteinte, hein, et puis au fur et à mesure, il y a un processus qui se passe où la personne, oui, elle rentre à la maison, elle redevient elle-même, elle redevient pour elle, elle était dans un truc très négatif, et puis là, elle est pétillante, et ça, c'est elle, ça, c'est elle. Ça, c'est sa vraie nature. Donc, on ne devient pas quelqu'un d'autre, on redevient soi-même, on va dire. Pour moi, c'est ce qui s'est passé aussi quand j'ai fait mes premiers stages. C'était comme si je m'étais un peu renfermée sur moi-même, toujours habillée en gris, je cachais mon corps et tout ça. Et puis au fur et à mesure, je suis redevenue la personne pétillante que j'étais. Et, voilà. Et au niveau de la vue, la diminution de la vue avec l'âge, il y a des choses aussi qu'on peut améliorer en faisant ce type de stage? Oui, il faut que les gens comprennent notre point de vue, c'est tout commence dans la conscience. Donc, pourquoi est-ce qu'il y a autant de gens qui ont cette baisse de la vue à un certain âge? Et du point de vue de la conscience, d'accord? Avec la presbytie, si tu veux, les gens voient mieux ce qui est loin que ce qui est près. Donc, ce qu'ils ne veulent pas voir, c'est ce qui est près. Et on l'associe, si tu veux, l'émotion qui est réprimée, ça peut être la colère. La personne donne plus d'importance à l'extérieur qu'à l'intérieur. Donc, quand une personne n'exprime pas la colère, c'est parce qu'elle a peur de faire de la peine. Donc, ce que ressentent les autres, c'est plus important pour elle que ce qu'elle ressent elle. Elle met la colère sous le tapis. Et donc, les personnes peuvent regarder quand le symptôme commence, qu'est-ce qui se passe dans leur vie? Est-ce qu'il y a une situation euh, envers laquelle ils ressentent vraiment de la colère, mais ils se disent, je vais rien dire parce que si je dis quelque chose, blablabla. Ça peut être aussi un sentiment de culpabilité quand on veut pas voir ce qui est près de soi, c'est soi qu'on ne veut pas voir. Donc, il y a certaines personnes qui développent un petit peu cette personnalité, tu sais, très altruiste, très à s'occuper toujours des autres. Mais c'est pour ne pas regarder ce qui est à l'intérieur. Ça peut être associé à un sentiment de culpabilité. Maintenant, dans notre société, il y a aussi cette tendance à se dévaloriser avec l'âge. Donc, on s'attend à euh, être en moins bonne santé, on s'attend à certains symptômes, on anticipe quelque chose. Quand quelqu'un commence à porter des lunettes à 40 ans, c'est ah ben oui, ben c'est l'âge. Donc, tout le monde si attends, je me souviens d'une amie qui est allée voir un ophtalmo à l'âge de 50 ans parce qu'elle avait des petites brûlures, elle voulait juste du collyre et le médecin et elle sa vue était parfaite. Et il lui a dit mais c'est pas normal. Donc il y a cette attente que les gens aient la vue qui baisse à un certain âge. Et c'est aussi, pour nous, du point de vue que tout commence dans la conscience, c'est que la personne se met en retrait. Les autres deviennent plus importants qu'elle. D'accord? Tu es prêt à
à faire pour d'autres ce que tu n'es pas prêt à faire pour toi-même. Et c'est très chrétien, d'accord? Donc c'est une manière d'être qui est encouragée par les valeurs sociétales. Et il y a des gens qui sont pas dans ces valeurs-là et qui ont une vie parfaite. Moi, je me souviens, ma grand-mère paternelle, elle est décédée, elle avait 86 ans et elle avait porté des lunettes toute sa vie d'adulte. Je sais même plus ce qu'elle avait parce qu'elle elle était une pharmacie ambulante. Elle avait toujours plein de médicaments, plein de lunettes. Elle mangeait rien. Tout la rendait malade. C'était, je pense pas qu'elle était hypochondriaque, mais bon, elle était pas loin, hein. Et puis, à l'âge de, je sais pas, peut-être 3, 4 ans avant de décéder, un jour, elle se réveille et elle voit clair. Elle pouvait broder sans lunettes, elle mangeait de tout ce qu'elle n'avait pas mangé depuis des décennies, elle mangeait tout. Mais en même temps, moi, ça m'a rendue curieuse de qu'est-ce qui avait bien pu se passer dans sa tête. Et ça a coïncidé avec un moment où elle s'est installée chez l'une de ses filles. Avant ça, tu sais, elle passait un mois chez chaque enfant, elle en a 5. Donc elle était toujours sur la route. Et puis, c'était devenu un peu pénible pour elle, donc elle s'est installée chez sa fille et elle a vraiment posé ses valises. Et je pense que dans sa tête, c'était la dernière ligne droite, le regard des autres, le machin, la peur, il y a plus rien, quoi. Elle est juste, elle s'est posée. Et ça s'est fait comme ça. Et personne n'a compris dans la famille. Mais moi, je savais que c'était quelque chose avait changé dans sa tête. Donc, on sait qu'il y a des gens qui retrouvent la vision claire spontanément, mais c'est quelque chose sur lequel on peut travailler consciemment, consciemment. Et c'est ce qu'on fait dans le stage. Euh, Voir et comprendre comment tout commence dans la conscience, faire le lien entre une émotion réprimée et un événement. Et puis, on utilise le mental, on utilise le physique avec le yoga des yeux, et puis ce processus de transformation euh, qui est spécifique au travail de Martin. Donc il y a des relaxations, il y a des exercices. La première chose, c'est que les gens comprennent que ils ne sont pas seulement un corps physique, mais qu'ils sont aussi une conscience à l'intérieur, et que c'est cette conscience qui est puissante. On le voit, tu sais, je pense que les gens, dans le monde sportif, par exemple, ou même dans la vie de tous les jours. Tu as des gens qui ont des accidents, à qui on dit vous ne remarcherez jamais, et puis qui, à la force du mental, arrivent à reprendre leur activité de manière normale. Et les gens ne considèrent pas ça comme un miracle, parce que la personne, elle a eu la force de le faire. Mais tout le monde a cette force, d'accord? Tout le monde. Et l'idée, c'est de la trouver ou d'avoir quelqu'un qui te met en contact avec. Après, il faut que la personne soit intéressée aussi. Des fois, tu as des gens qui sont dans des situations où transformer, euh, ça leur paraît, euh, ça leur paraît juste au-dessus de leur force. Et des fois, rester dans une situation, bah, c'est plus facile que tout ce processus de transformation. Donc, c'est un chemin de guérisseurs, magnétiseurs, enfin, tous ceux qui sont dans ce service aux autres, hein. C'est un chemin de compassion aussi. Parce qu'il y a des gens, on sait qu'on pourrait faire quelque chose pour eux. Soit ils y croient pas, soit ça les intéresse pas du tout de changer quoi que ce soit. Je vois mes parents, par exemple, ils ont quelques symptômes et tout ça, mais ils ont 93 ans. Tout commence dans la conscience. C'est de la science-fiction pour eux. Bon, ma mère, quand elle a mal à la tête, je lui donne un Doliprane, hein. Je vais pas, parce que je sais que ça sert à rien et que elle est même dans ce truc où elle veut tellement me prouver que ce que je fais, c'est nul, qu'elle est capable d'avoir plus mal. Mais c'est ok, hein, je l'adore. C'est pas, ça me fait rire. Ça me met pas en colère, hein. Merci pour ces partages. Moi, je trouve ça fascinant, surtout ces capacités que peut avoir le corps de guérir. Et je me rappelle d'une anecdote qui avait été partagée pendant un des stages avec Martin. C'était que toi, enfant, il y avait une partie de ton doigt qui avait été coupée et il avait repoussé. Est-ce que tu veux bien nous raconter un petit peu les C'est vrai, circonstances?
c'est ma mère qui m'a toujours raconté ça. C'est ce doigt, je suis désolée, hein. Mais Pour ceux qui voient, enfin, qui ont que l'audio, si jamais il s'agit du troisième doigt, vous pouvez imaginer oui, celui comment. du milieu. J'étais toute petite, j'avais moins de 3 ans. Et puis on jouait avec mon frère et puis à un jeu qui était interdit. Enfin, on jouait avec le vélo, enfin je sais plus. Enfin, en tout cas, mon doigt s'est coupé avec les rayons de la roue du vélo. Et ma mère me racontait elle est arrivée, je hurlais, elle a vu le bout de doigt par terre, elle a vite ramassé avant que le chien ne mange. Ma mère est très drôle en plus. Et puis elle l'a mis dans de la glace et elle m'a vite amenée à l'hôpital pour voir le docteur. Et le docteur a dit non, non, c'est pas la peine de faire une greffe, le doigt repoussera. Et il a repoussé. Donc, et je lui ai régulièrement demandé, parce que j'en parle, ça fait longtemps que j'en ai plus parlé, mais de temps en temps j'en parle, quand ça me vient, j'en parle dans les stages. Et puis, une fois, je lui ai demandé, je lui ai dit, mais maman, tu es sûre de cette histoire? Et elle me dit, mais tu m'énerves à toujours me poser la question. Je te dis que c'est vrai. Si tu veux, je t'amène voir le docteur. Je lui ai dit, mais il n'est pas mort? Elle me dit, ben non. Je lui ai dit, mais moi, je croyais que c'était un vieux docteur de campagne, tu sais, que tu imagines, la tour rabougrie avec sa petite valise. Et elle me dit, non, 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 il n'était pas vieux. J'ai dit, ah bon. Donc oui, 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 c'est confirmé. Et puis bon, j'ai quand même la cicatrice aussi, hein. L'ongle a repoussé. Il a repoussé un peu tordu, mais il a repoussé. Et voilà. Bon, ça m'empêche de faire du piano et de jouer à la guitare, parce que c'est un peu, il est un tout petit peu plus court. Il n'a pas poussé aussi long que ce qu'il était avant, mais il a repoussé. Wow, génial, Ouais, les bravo. requins font ça, les lézards font ça. Je veux dire, quand même, quoi. On n'est pas plus bête. Ouais, bravo, c'est inspirant aussi de ce docteur qui t'a dit ça. Il a comme Et puis invité. j'étais petite, tu sais, moi j'ai enseigné aux enfants, c'est comme ça que j'ai commencé. Les enfants, quand tu leur dis un truc, venant d'un adulte, ils prennent ça comme argent comptant. Si tu dis que c'est vrai, ils croient que c'est vrai. Donc si on parle du mental et des croyances, je suppose que ça fait partie du truc aussi. Si je l'ai entendu dire le doigt va repousser, ben ouais, le doigt va repousser. Et voilà, il y a pas vraiment de limite dans la conscience d'un enfant. Moi, dans les stages enfants, les guérisons, c'est des fois, je me pinçais, je me disais, mais j'ai beau savoir tout ce que je sais, je me disais, OK, c'est juste incroyable, quoi. Dans les stages enfants, ils n'ont pas toutes les croyances limitatives que qu'on peut accumuler au fil des années. Donc, tu leur dis, tu remplis la personne de lumière, elle est guérie, ils n'ont aucun doute, hein. Donc, au niveau de la puissance, de la conscience, de la puissance de créativité, que ce soit celui qui donne ou celui qui reçoit, il y a les conditions sont vraiment réunies. Moi, j'ai vu des choses spectaculaires. Des fois, quand j'en parle, les gens, ils me croient pas. Moi, j'avais ce petit garçon qui est arrivé avec une scoliose. Et pendant qu'il recevait la guérison, j'ai entendu des craquements d'os. Je me disais, c'est quoi ça? J'avais une copine avec moi. Et puis, quand il s'est levé, sa colonne était droite. La maman, quand elle l'a récupéré, elle était scotchée, quoi. C'est genre, ou une petite, elle arrive, elle a un strabisme convergent, et puis 1 heure après, même avant d'avoir fait quoi que ce soit, ses 2 yeux sont droits. Et son père, il voulait pas le croire. Il pensait parce que c'était sa femme qui avait fait les stages, qui avait amené sa fille, et puis il croyait pas du tout dans ces trucs-là, il était même très méfiant. Et puis quand il a vu sa fille avec les 2 yeux droits, il s'est dit, bon, ok, ça va, j'y crois maintenant. Il est venu à une conférence et tout ça. Il a changé sa vie. Il était incroyable, cet homme. Il est passé de cartésien, enfin vraiment très, très fermé à très ouvert et à changer sa vie. Une super histoire. Et est-ce que tu en as d'autres comme ça, des témoignages peut-être d'adultes, de guérison aussi, ou de changements comme ça J'en ai inspirants? tellement, Sophie, j'en ai tellement des, des, euh, des choses. Il y a plein d'histoires que j'ai déjà racontées. Il y en a une que j'ai jamais racontée en podcast, donc je vais la raconter dans celui-là. C'est une histoire qui m'avait marquée. C'était
un stage à Marseille. Il y avait une dame, moi à l'époque j'étais très jeune, elle avait 60 ans, pour moi elle était vieille. Et je me souviens que j'avais fait la démonstration de la guérison sur elle, elle s'appelait Monique. Et, et j'avais fait la démonstration sur elle, donc, et c'était très difficile quand on fait la guérison, on rééquilibre les chakras. Pour le chakra racine, on fait descendre des racines, on fait remonter la nourriture, blabla. Et puis ça montre quelque chose par rapport à la connexion avec maman. Donc après, je lui donne le feedback et je lui dis, je sais pas si ta maman est toujours en vie, parce que je la trouvais tellement vieille, hein. Mais c'était difficile de te connecter avec l'énergie de ta maman. Et elle nous raconte que sa maman habite à Lille avec son frère. Ils sont 5 frères et sœurs. Et depuis 15 ans, sa maman a oublié qui elle est. Elle est devenue amnésique avec Monique. Elle ne sait pas qui elle est. C'est très, très douloureux pour elle. Et j'essaie de lui raconter quelques histoires d'histoires à succès parce que c'est une de mes spécialités. Tu sais, au bout de quelques années, on se rend compte que on attire une certaine qualité de personne ou on développe une certaine spécialité. C'est comme quand on est guérisseur, hein. Si on guérit quelque chose soi-même, on a tendance à attirer les gens qui ont la même chose à guérir parce qu'on a les mots justes, comme on a passé le même processus. Donc c'est un peu pareil là. Et, et elle était très sensible même quand je lui ai raconté ses histoires à succès. J'ai pas trop poussé, mais voilà. Et puis à l'époque, il n'y avait pas les téléphones portables. C'était il y a longtemps, c'était mes tout débuts. Et puis le lendemain matin, le dimanche matin, on fait une méditation. Après la méditation, on parle des histoires à succès, hein. Qu'est-ce qui s'est passé depuis la veille, quels sont les effets qui ressemblent des guérisons. Et elle lève la main en premier et elle nous raconte que quand elle est rentrée chez elle le soir, il devait être 10 heures. Et son mari lui a raconté qu'à 7 heures, comme tous les soirs, il a appelé son beau-frère à Lille. Et pendant qu'il parlait à son beau-frère, la maman a pris le téléphone et elle lui a dit: «Comment va Monique?» Elle s'est réveillée de 15 ans de coma, pardon, d'amnésie. Et, Waouh. et elles se sont retrouvées les deux. Donc on était tous en larmes. Et puis elle a fait un autre stage. Dans le premier stage, c'était comme si elle pouvait, comment je pourrais dire, elle s'était reconnectée à sa maman et puis elle pouvait à nouveau dire: «Maman, je t'aime». Elle avait enlevé cette barrière. Mais elle n'avait pas encore accepté que la réciproque était vraie, parce qu'il y avait eu ces 15 ans d'amnésie, ça avait été très douloureux. Et puis avec le deuxième stage, elle a réussi à rompre ce deuxième mur et a eu de vraies retrouvailles. Donc ça, c'est des histoires à succès qui marquent, plus même que moi je pourrais dire, que ce qui est physique. Il y avait cette autre histoire aussi au Portugal, cette jeune femme qui était aveugle de l'œil droit. Et donc, je lui demande depuis quand. Elle me dit quand j'avais 4 ans. Maintenant, dans notre carte, quand on est droitier, tout le côté droit, c'est le côté masculin, tout le côté gauche, c'est le côté féminin. Et pour les gens qui sont nés gauchers, c'est l'inverse. Donc elle était droitière. C'est l'œil masculin. C'est aussi l'œil de ce qu'on associe au masculin, la volonté, l'action. Donc en l'occurrence, elle avait 4 ans. L'œil masculin, quand on a 4 ans, c'est l'œil avec lequel on voit papa. Et elle nous raconte que quand elle avait 4 ans, ses parents se sont séparés. Papa est parti, donc elle a 29 ans, ça fait 25 ans qu'elle n'a pas vu son père. Donc on fait le lien entre le moment où son père en part et puis le moment où elle devient aveugle. Et puis apparemment, la maman a critiqué le papa, elle a monté les enfants contre le papa, les enfants ont détesté leur père toute leur vie. Détesté. Et puis, je lui dis, ça a dû être dur pour ton père de ne pas être autorisé à te revoir, quoi. Et pour elle, quand je racontais ça, tu sais, il y a des fois, des gens, tu parles et puis ça, comment je pourrais dire, ça rentre pas. Tu vois que ça bute sur leur bulle, hein, d'accord? Et, et puis, moi, j'imaginais, c'est comme si je voyais ce papa avec sa petite fille, la balançoire, enfin, la petite fille à son papa, quoi. C'était clair comme image.
Et au fur et à mesure de la journée, elle a commencé à avoir des flashs, des souvenirs, qui étaient des souvenirs agréables avec son papa. Et elle a commencé à, si les gens étaient très près, elle voyait des ombres devant son œil. Et puis le soir, tout le monde se quitte, elle va dans sa chambre d'hôtel et elle décide de rechercher son papa sur Internet. Et elle le trouve et elle l'appelle. Et ils sont restés longtemps au téléphone et elle l'a invité pour son 30e anniversaire qui était quelques mois après. Et le matin, quand elle s'est réveillée, elle voyait clair avec ses deux yeux. Donc quand elle nous a raconté ça, pareil, on était tous en larmes. Donc il y a des histoires comme ça, il n'y en a pas à chaque stage, mais oui, on a des guérisons où c'est juste spectaculaire. Et dans les stages intensifs de 4 jours, on danse le soir, tous les soirs. Et ça fait partie du stage aussi, parce que c'est là que les guérisons se montrent. C'est là où les gens timides osent danser comme des fous, en se moquant du regard des autres. Et ça, c'est une vraie guérison. Je me souviens à Champé, il y avait cette dame qui est arrivée, elle avait des jambes, on aurait dit, plus grosses que mes cuisses, hein, ses mollets, ils étaient comme ça. Moi, je suis dame, enfin, c'est quand même, hein, c'était. Et au fur et à mesure, c'est sur 4 jours, hein, le stage. Au fur et à mesure, puis alors elle pouvait à peine marcher, enfin, elle marchait comme une petite vieille, hein, elle était lourde, lourde. Et puis le 4e soir, enfin le dernier soir du stage, on fait une grande, grande fête. Elle a dansé, elle pouvait bouger, ses jambes avaient diminué de moitié, c'était juste hallucinant. J'ai regretté de ne pas avoir pris une photo avant et une photo après, parce que vraiment, on pense pas à ce genre de choses. Peut-être on devrait le faire, mais c'était juste incroyable, incroyable. Enfin, c'est très positif de dire incroyable, mais c'était waouh, waouh. On était tous tellement contents pour elle. Mm. Donc oui, j'en ai tellement. Il faudrait, euh, il faudrait faire un podcast spécial histoire à succès, parce qu'il y en a tellement. Mhm. Non, Et mais puis il y a des gens pour qui il se passe rien aussi, hein, parce que donc, ouais. Comment tu expliques qu'il y a des gens pour qui rien ne se passe? C'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est pas une baguette magique la guérison, ça demande un processus de transformation, de changer d'avis par rapport à quelque chose. Et il y a des gens, ça leur semble trop, ça leur parle pas, parce que ça parle pas à tout le monde, d'accord? Et c'est comme ça. C'est, c'est ce processus de transformation où il y a des gens qui, pendant le stage, ils sont baignés dans l'énergie, ils transforment des trucs, ils repartent, ils ont des ailes dans le dos et puis ils retournent dans leur milieu, ils retournent dans l'ancienne manière d'être et ils redéveloppent les mêmes symptômes et disent, oh, mais ça marche pas. Oui, mais le but, c'est la transformation, c'est de rester dans cet espace. Après, moi, ce que j'ai remarqué aussi, tu vois, c'est que quand les gens changent, des fois, c'est difficile pour l'entourage. Des fois, c'est le contraire. Quand on voit que la personne va mieux, qu'elle est rayonnante et tout ça, ça fait plaisir. Et je dirais, il y a beaucoup plus de ça. Mais il y a des gens, quand ils retournent chez eux et puis qui se comportent différemment, ça les effraie. Donc, ben, c'est un peu comme si les autres se laissent être happés dans cette vieille réalité. Et puis, il y a aussi le phénomène où, des fois, les, les gens qui font les stages, ils voudraient que tout le monde croit ce qu'ils font. Et si dans leur entourage, on croit pas dans leur nouvelle façon de voir les choses, ben, ils se séparent de ces gens-là. Et je leur dis, mais il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin. C'est ça l'amour inconditionnel, hein. C'est sans condition, sans jugement, sans attente. Moi, je vois avec mes amis d'enfance, avec mes parents, certains membres de ma famille, tout ce que je fais, c'est de la science-fiction. Mais si j'exigeais qu'ils croient en ce que je fais pour continuer à les aimer, ben, je serais toute seule au monde, hein. Donc mes parents,
J'ai pas besoin de parler de tout commence dans la conscience avec eux. Euh, si ils parlent d'un symptôme, ça me viendrait même pas à l'idée de parler de la cause intérieure du symptôme, ça ne les intéresse pas. Donc il y a d'autres choses, il y a d'autres sujets de conversation que ça. Moi, mes parents, je les adore. Quand je vais chez eux, je les adore, je les adore. Après, si je veux continuer à les adorer, il faut que je rentre chez moi, d'accord? Comme disait Martin, il y a des gens qui sont plus faciles à aimer à distance. Je croyais que c'était une plaisanterie, mais non, non, non. Il y a des gens, tu les adores pendant un certain nombre d'heures ou de minutes, et puis au bout d'un moment, c'est comme si tu étais dans un aquarium et que tu n'es pas un poisson, tu vois. Donc, à un moment donné, il faut sortir pour reprendre sa respiration. Mais on se sépare pas des gens qu'on aime parce qu'ils pensent pas pareil. Sinon, je veux dire, ça serait la guerre. C'est comme avec la politique. Et moi, j'ai plein d'amis, on n'a pas du tout les mêmes idées politiques et on évite le sujet. Sinon, on reste pas amis, quoi. Donc, c'est pareil. On n'est pas obligé d'avoir les mêmes croyances, les mêmes valeurs pour être amis. Donc, je pense qu'il y a aussi de ça. Il y a des gens pour qui cette séparation avec de ceux qu'ils aiment, ben, c'est pas judicieux, ça leur rend pas service. Et en même temps, ça crée d'autres symptômes. Parce que la séparation avec les gens qu'on aime, c'est pas sain non plus. Ni pour eux, ni pour les gens qui les aiment. Mhm. Ouais, merci. Et est-ce que tu veux bien nous partager un de tes plus grands défis ou challenges et comment tu l'as surmonté et puis qu'est-ce que ça t'a appris? Le plus gros challenge, figure-toi, c'est quand Martin et moi avons décidé d'aménager ensemble. J'étais euh, j'étais assistante sociale à l'époque, métier idéal pour des parents, hein. Et puis ma mère, elle a eu, je pense qu'elle avait dans l'idée qu'un jour je viendrais travailler là où ils vivent, que peut-être je serais assistante sociale dans l'hôpital où elle a travaillé pendant 30 ans, que je me marierais si possible avec un ingénieur, que j'aurais des enfants qu'elle garderait, blablabla. Et que tout le monde dirait, oh, t'as vu la fille de, gna, 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 elle a réussi, gna. Parce que c'est la génération, hein. Je sais pas, tous les parents sont peut-être pas comme ça, mais 93 ans tous les deux, ma mère, comme beaucoup d'autres, le regard des autres, c'était vraiment important, hein. Donc, Alors, j'ai court-circuité son rêve. J'ai démissionné de mon travail d'assistante sociale et je suis allée m'installer avec Martin. Alors, Martin, 20 ans de plus que moi, guérisseur américain, comme je dis toujours, le gendre idéal. Et c'était un vrai choc pour elle, un vrai choc. Je me souviens que pour leur annoncer, ça faisait un moment que j'avais décidé, j'avais écrit ma lettre de démission, je leur en avais toujours pas parlé. On avait décidé d'aménager ensemble, je n'en avais toujours pas parlé. Et puis un soir, je décide d'aller manger chez eux. J'habitais à 1 heure de chez eux à l'époque. Et puis je me suis dit, je vais leur dire ce soir. Et j'avais la boule au ventre. Et, euh, et j'ai pas eu le courage. J'ai pris ma voiture, je suis partie. Et puis j'étais dans le tour de ville et je me suis dit, Annick, si tu le fais pas maintenant, quand est-ce que tu vas le faire? Et j'étais en sueur, j'étais tellement, tellement, tellement mal. Et je suis retournée et j'ai ressonné à la porte et, et je leur ai dit, voilà, il y a quelque chose que je vous ai pas dit. Je vais m'installer avec Martin. Là. C'était un choc pour eux, vraiment un choc. Et puis après, je suis partie. Puis ça a été, ma mère, c'était oui, tu, tu, euh, tu renies la vie qu'on t'a donnée. Enfin, le discours que tous les parents tiennent, je veux dire, ils sont pas. Je ne l'ai pas pris personnellement, ils ont tous fait dans le même moule hein, à cette époque-là. Et puis, elle est devenue un glaçon, ma mère, un glaçon. C'est, elle a tout fait pour que je craque. D'accord? Et c'est ce que je disais, des fois, on se laisse happer par l'entourage. Ça aurait été peut-être facile de dire, OK, je laisse tout tomber, je veux pas perdre l'amour de mes parents et je retourne dans ma petite vie normale. Mais je savais qu'avec Martin, il y avait ce lien, on était âmes sœurs. J'étais appelée on avait rendez-vous, etc., blabla. Donc,
Et puis il y avait une force, il y avait quelque chose à l'intérieur qui me poussait à maintenir, à rester dans ce cap-là. Mais moi, j'aime ma famille, hein. Moi, je suis très famille. Ma famille, c'est un chêne. Donc, il était hors de question que je coupe les ponts avec mes parents. Ça aurait été facile, hein, de claquer la porte en disant, vous m'acceptez pas, gna gna gna, bye bye. Je voulais pas ça. Donc, j'ai décidé d'aller les voir, quand même, de temps en temps, une fois par mois. J'allais manger avec eux et glaçons. C'était très, très dur. Donc, quand tu parles de challenge, c'est le premier truc qui me vient à l'esprit. C'était très, très dur émotionnellement. Et en même temps, Martin m'encourageait à garder le contact, avec mes parents. Il savait à quel point c'était important. Et je me disais, tu vois, que elle finirait par accepter. Parce que c'est une bonne maman. Et que quand elle verrait que je suis heureuse, ben, elle lâcherait, quoi. Et elle accepterait. Et elle voulait pas rencontrer Martin. Il n'était pas question de le rencontrer. Donc, on a aménagé ensemble en novembre 95. Et puis, peut-être 6 mois après, non plus, presque un an après, j'ai eu une réalisation. J'ai réalisé que, pour caricaturer un peu, j'étais la gentille qui attend que la méchante accepte. Et là, je me suis dit, mais là, je suis dans l'attente, je suis dans le jugement. Donc, je suis pas en train de lui donner ce que j'exige d'elle. Et les choses se sont inversées. Je me suis dit, et si j'acceptais là où elle se trouve? Et c'est ce que j'ai fait. Et c'est pour ça que je le décris comme ça maintenant. Parce qu'à l'époque, c'était dur, hein. Et quand j'ai accepté qu'elle n'accepte pas, et que j'ai compris, enfin, je me suis mise à sa place, je l'ai vue plus avec compassion, si tu veux, mais que j'ai enlevé le jugement et l'attente, c'est là qu'elle a invité Martin pour Noël. Et elle est tombée amoureuse de lui aussi. Parce que Martin, c'était pas le genre, tu sais, à amener des fleurs. Il est arrivé avec, du vin, du champagne, du fromage, et il a demandé à manger. Donc, il faisait partie des murs, ça y est. Réalisé que c'était pas, quelqu'un de perché, de machin, et que c'est quelqu'un qui avait les pieds sur terre et qui aimait bien, qui aimait la bonne chair. Et maman adore les gens qui aiment manger. Donc ça a été, je dirais, le plus gros challenge pour moi pendant ces mois où, il y avait ces glaçons en face de moi. Ça a été, euh, ça a été très dur. Mais j'ai tenu bon. Et Et finalement, ça a été une grande réalisation, puis qui m'a servi pour, d'autres membres de la famille, avec mon frère, par exemple, c'est d'enlever cette attente, ce jugement, ces conditions. C'est d'être dans cet espace d'amour, inconditionnel. J'ai un moustique là qui m'embête. Voilà. Désolée pour les gens qui écoutent le podcast. Ok. Et, hum, et ça me sert encore, dans ma vie de tous les jours, quand des fois je vais dans le jugement, je me rappelle de ça. Et oui, d'enlever tout jugement, toute attente, toute condition, ça laisse dans cet espace, qui est, euh, qui est difficile à décrire, avec des mots. C'est juste que ça agrandit, ça agrandit quelque chose. Il y a une sorte d'expansion, hein, va au-delà du physique, qui fait vraiment du bien. wow, merci de nous partager ça. Qui est-ce qui t'a influencé dans ta vie et pourquoi? Pour quelle raison? Est-ce que tu as un modèle, un mentor, quelqu'un Ah, vraiment? écoute, tu sais, ça paraît bateau, mais moi j'ai grandi dans une école catholique. J'étais très heureuse. J'y étais pas pour des questions religieuses. C'est juste que l'école était à côté de l'hôpital où ma mère travaillait et les sœurs me prenaient à 6 heures du matin. Donc c'était pour des questions pratiques. J'ai jamais connu l'école publique. Je suis toujours allée dans cette école du jardin d'enfants à la terminale. Et
Et mon idole, c'était Jésus. Alors ça paraît un peu gnangnan comme ça, hein. Mais c'est vrai, c'est vrai. Et ça a été, pour moi, à cette époque-là, quand j'étais gamine, j'ai grandi avec cet amour pour l'humanité. J'aimais tout le monde, tout le monde, tout le monde. Sauf ma grand-mère, parce que ma mère m'avait dit qu'elle avait été méchante avec elle, donc voilà. Mais j'aimais tout le monde. J'étais transcendée par la foi, mais pas la foi en un Dieu. Dieu, pour moi, c'était trop abstrait. Dieu, je savais pas trop qui c'était, mais Jésus, ah, Jésus, c'était mon idole. Et cet amour pour son prochain, pour moi, c'était aimons-nous les uns les autres, c'était waouh, slogan du siècle, hein. Et j'ai toujours, je dis si, je dirais, c'est certainement le seul modèle. Martin, c'était comme un mentor au départ, pas un modèle. Mais ouais, le seul modèle pour moi, c'est qualité d'amour de Jésus. Et je suis pas du tout, enfin, je veux dire, j'étais élevée dans la tradition catholique, mais mon meilleur ami, il est prêtre, il est curé à Manos, non? Donc c'est intéressant de... Et il a la même qualité d'amour. Il est incroyable. Alors, on évite de parler spiritualité parce que c'est un peu... On n'a pas du tout les mêmes idées, et tout ça, mais si on parle de qualité d'amour, il est incroyable. Les gens l'adorent, il est à sa place. Donc l'idée, c'est de trouver sa place. D'accord? Il y a des gens qui sont pas du tout spirituels. Jésus, ils s'en foutent complètement, mais ils sont heureux. D'accord. Il y a des gens qui sont mécaniciens, ils rentrent chez eux le soir, ils s'occupent de leurs enfants, ils sont heureux. Tu sais, ils partent en vacances 3 semaines par an, ils font le camping, ils boivent du pastis, ils jouent au boule. Ils sont heureux, ils sont à leur place. Donc c'est trouver sa place et faire ce qu'on aime, pas vouloir faire autre chose. Et puis être qui on est, pas vouloir être quelqu'un d'autre, donc pas se comparer aux autres. C'est le secret du bonheur, hein. Donc il y a des gens qui sont à leur place. Ce copain, Christophe, il est juste merveilleux, merveilleux. On dirait un personnage de Pagnol, l'accent et tout. Donc il y a des gens comme ça, j'adore. Des fois, mais dans une autre vie, je serais photographe. J'adore faire des portraits. Lui, je pourrais faire un portrait de lui. Il y a des gens, on dirait des personnages de romans ou des personnages de bande dessinée. Ce sont une sorte de caractère comme ça, de physique ou waouh, waouh, il est comme ça. Donc j'ai plus cette foi que j'avais catholique, hein. C'est un truc que je raconte des fois et ça peut servir parce que quand mon grand-père est mort, je suis devenue athée du jour au lendemain. Euh, et j'étais en colère contre Dieu, le boss. Pas contre Jésus, j'ai toujours adoré Jésus. Mais j'étais en colère contre le chef. Et puis, donc, je suis devenue athée. Et j'étais isolée, j'étais toute seule à l'intérieur, déconnectée du monde. Et je me souviens que quand j'ai fait mon premier stage avec Martin, cette foi, tu sais, cette foi, ça te met dans un état de grâce. Parce que tu te sens relié. Relié, c'est juste, waouh. Et, et je me suis rappelée de ce sentiment et il m'a manqué. Je me suis dit, oh, waouh, c'était tellement bien quand c'était comme ça. Donc, si tu veux, ça m'a pris du temps, mais j'ai retrouvé la même foi. Pas en un Dieu qui est sur son nuage et qui va te régler tes comptes quand tu meurs, hein, mais cette foi dans cette conscience collective, peu importe le nom qu'on lui donne, il y a des gens qui l'appellent Dieu et qui ont une certaine image spéciale. Et puis, mais en même temps, les gens qui se relient à Dieu, ils se relient à cette notion d'amour de son prochain. D'accord? Donc, c'est pas non plus, c'est pas quelque chose de négatif, c'est pas mon truc, mais ça veut pas dire que c'est négatif. Moi, je trouve que c'est bizarre d'abord que ce soit un homme et puis que les gens aient peur d'être jugés alors que on parle de l'amour inconditionnel. Mais enfin, bon, bref. Les trucs, ils sont pas très logiques.
Et j'ai retrouvé cette même exacte foi, le sens d'être relié. Et pour moi, c'est quand on est dans cet espace où tout commence dans la conscience et qu'on prend conscience de la nature illimitée de notre être, d'autres niveaux de conscience, c'est ce que ça apporte, ce sens d'être relié. Et pour moi, c'est une des choses au-delà de la guérison et de tout ça, ce pouvoir d'amener les gens à cet état de grâce où on n'est plus jamais seul, on se sent faire partie d'un tout. Et puis on prend conscience de notre pouvoir créatif aussi, parce que en tant qu'individu, dans la conscience collective, si on change quelque chose à l'intérieur de nous, ben, ça affecte la conscience entière. Et puis quand on aide quelqu'un, ben, c'est toute la conscience qu'on aide. Donc il y a d'autres dimensions qui, moi, me passionnent et avec laquelle les gens sont en contact dans le stage. Ça fait partie de la philosophie. Mhm. Et est-ce que tu serais d'accord de nous partager pendant 2-3 minutes une de tes techniques? Peut-être quelque chose que tu partages lors de stages, ça peut être un de tes outils préférés, une petite relaxation, une visualisation, juste pendant quelques minutes comme ça avec nos auditeurs. Oui, ben, peut-être une petite méditation, mais je sais pas, 2, 3 minutes, c'est peut-être pas assez long. Tu Donc, peux, peut-être pas quelque chose qui dure 1 heure, mais peut-être cinq oui, dix oui, oui. Alors, attends, parce que j'ai créé des méditations, je fais des méditations sur Zoom, qui sont Ah, gratuites, auxquelles les gens peuvent participer. super, alors je mettrai le lien dans les notes Ouais. pour ceux qui veulent les rejoindre. Mhm. euh, on peut juste faire une relaxation dans la lumière blanche, je dirais. Mhm. Volontiers. Est-ce que c'est bien s'il y a des personnes qui écoutent le podcast en conduisant, qui s'arrêtent, est-ce qu'il faut qu'ils ferment les yeux pendant qu'ils le font? Une petite Mais mise il en faut garde? qu'ils écoutent, s'ils sont pressés, juste qu'ils écoutent. Ils peuvent écouter Ouais, sans les yeux fermer ouverts. les yeux, ça va. Ils peuvent le faire les yeux ouverts, mais même en conduisant, c'est Ils peut-être mettent pas. sur pause puis ils reprennent après, si jamais. Oui, soit ils s'arrêtent, soit ils continuent, soit ils arrêtent le podcast et puis ils écouteront l'enregistrement une fois qu'ils sont chez eux. Ok. Donc, ben, je vous invite à fermer vos yeux. On ferme tes yeux et prends une inspiration lente et profonde. Donc, tu remplis les poumons, le ventre. Et au fur et à mesure que tu expires, tu sens que tu décontractes, tu te détends. Tu sens ton corps qui se détend, ta tête, mental. Et remarque que tu te sens un peu plus détendu. Et puis, prends une nouvelle inspiration lente et profonde. Et tout en expirant, sens que tu détends ton corps, mental encore davantage. Et sens que tu te sens encore plus détendu. Tu relâches la journée. Tu prends ce petit moment pour toi, te retrouver. Et maintenant, inspire une nouvelle fois, lentement et profondément. Remplis tes poumons, ton ventre. Et puis, au fur et à mesure que tu expires, sens que tu te détends toujours plus. Sens-toi aller dans un état de relaxation plus profond. Sens ta tête se détendre, ton cerveau, tes yeux, ton visage, tes épaules, ta poitrine, ton abdomen,
tes bras, tes mains, sans les se relâcher. Et au fur et à mesure, tu te sens aller plus profondément. Tu sens cette détente qui continue dans ton périnée, tes cuisses, tes genoux, tes mollets, tes chevilles, tes pieds, tes orteils. Et tu respires normalement. Et à chaque expiration, tu te sens te détendre toujours plus, un peu comme si tu descendais dans un ascenseur. Tu vas plus profondément. Prends conscience de l'énergie qui t'entoure à la surface de ta peau. Et puis, prends conscience de l'énergie à l'intérieur. Si tu as été rempli d'énergie, alors tout ce que tu sens, c'est de l'énergie. Si tu as conscience d'une tension quelque part, sens l'énergie se détendre, un peu comme si tu étais un canal ouvert au flot de l'énergie. Imagine-toi un flot d'énergie qui te parcourt. Imagine que cette énergie à l'intérieur de toi, c'est de la lumière blanche. Sens-toi te détendre dans cette lumière. Sens-la remplir. Sens-toi briller de cette lumière. Comme tu te sens briller de cette lumière, tu sais que tu es rempli et entouré de cette lumière. Pure, claire, douce. Et tu ressens à quel point tu es détendu et paisible dans cette lumière. Prends une nouvelle inspiration lente et profonde. Sens-toi te détendre et ressens à quel point tu es paisible dans cette lumière blanche. Et maintenant, imagine que la lumière blanche à l'intérieur, la lumière blanche à l'intérieur se connectent et tu sens les contours de ton corps qui disparaissent complètement. Et tout ce qui reste, c'est la conscience qui brille, sans ce sentiment de distance, d'infini, de liberté. Lorsque tu te sentiras prêt, tu peux reprendre conscience de ton corps, de tes différents sens, puis ouvrir tes yeux. Hum.
c'est important de méditer parce que ça permet de se recentrer. On est une conscience à l'intérieur du corps physique. On n'est pas juste la voiture, on est le conducteur de la voiture. Et on est dans notre vie et puis on, on a ces événements hein, qui se produisent. Et puis, quand on réagit à un événement avec stress, ça, c'est pas facile, hein, on réagit avec du stress. Euh, Quand le stress atteint un certain degré d'intensité, soit parce que la situation est récurrente, ou parce qu'il y a un choc, un gros choc, donc quand ça atteint un certain degré d'intensité, ça devient un symptôme. Et le symptôme parle un langage. Il décrit le point de vue que tout commence dans la conscience, qu'on se fait au sens propre, ce qu'on se fait d'abord au sens figuré. Et quand on comprend la métaphore du symptôme, il nous indique ce qu'on a besoin de faire pour le relâcher. C'est le seul but. Donc quand on médite, on a plus tendance à répondre aux choses plutôt qu'à réagir. On est, quand les gens disent qu'ils sont zen, c'est un peu l'expression. Hein, quand on s'habitue à commencer la journée par une méditation, on est plus enclin à prendre les choses avec philosophie. Et alors, s'il y a un choc, ben, peut-être que le fait d'y répondre différemment, ça atténue le choc, on va dire. D'accord. Donc, moi, c'est le conseil que je donne aux gens. Et puis là, c'était très court, hein, ça a duré une ou deux minutes, 3 minutes. Et de temps en temps, c'est bien de le faire. On n'a pas besoin de quelqu'un à l'extérieur pour nous guider, on peut le faire soi-même. De prendre ces 3 respirations profondes, de se sentir rempli de lumière, un flot ouvert au flot de l'énergie. Moi, j'aime bien faire ça, d'imaginer que l'énergie à l'extérieur et à l'intérieur se connectent et les contours du corps disparaissent. Pour les gens qui réussissent à le faire, c'est une sorte d'expansion. Et puis ça détend, ça fait du bien. On peut le faire quand on se lève, on peut le faire au coucher aussi, ça aide à dormir. Ça permet de relâcher les tensions de la journée, les préoccupations. Wow, merci. Avec plaisir. Pour terminer, Annick, qu'est-ce qui te tient à cœur en ce moment? Alors, ce qui me tient à cœur, j'ai j'ai dans l'idée de créer un mini-atelier d'un jour sur l'auto-guérison. Parce que dans les stages qu'on enseigne, bon, l'atelier de la vue, c'est de l'auto-guérison, mais spécifique avec la vue. Et dans le stage Corps-Miroir, on apprend aux gens à se guérir les uns les autres. Et je voudrais faire une journée où je parle des chakras, euh, le côté pratique des chakras. Donc c'est un peu tout commence dans la conscience, chacun de nous crée sa réalité, mais sans avoir besoin de parler de guérison ou de quoi que ce soit. Enfin, parler de guérison, c'est pas vraiment ça, mais plus parler de l'aspect de la transformation avec des méditations guidées et de faire ça sur une journée. Ça fait un petit moment que j'y pense et j'ai fait le plan, mais c'est comme si il faut que je le mette en action. Donc, ce qui me tient à cœur, c'est de le mettre en action ou de trouver quelqu'un qui décide de créer l'espace pour ça, ou que je teste un peu les horaires. Après, je me dis, bon, ça va, je maîtrise mon sujet, donc je n'ai pas vraiment besoin de tester les horaires. C'est tout prêt. C'est tout prêt. Je passe à l'action. Donc, ça me tient à cœur. Et puis, je t'en parlais avant, j'ai envie de raconter ces histoires. Alors, au début, je me disais, je vais les mettre par écrit. J'ai tellement d'histoires, mais tellement d'histoires. Tellement. Certaines sont drôles, pagnolesques, certaines sont drôles et spirituelles à la fois, certaines sont juste spirituelles. Pour moi, j'aime parler d'amour. J'aime, j'aime inspirer les gens à s'aimer les uns les autres. Et, euh, et dans ces histoires, c'est ce qu'il y a. Il y a, point commun, il y a toujours de l'amour dedans.
Donc j'ai envie de je me disais, je vais les mettre par écrit. Et puis après, je me suis dit, je peux en faire un podcast. Mais je ne sais pas trop comment faire et tout ça. Donc c'est quelque chose qui me tiendra à cœur, vraiment de raconter ces histoires. Alors je me dis, bon, je peux le faire sur ma chaîne YouTube. J'ai créé ma chaîne YouTube où j'ai quelques vidéos et tout ça. Je me dis, ça ne doit pas être bien compliqué d'appuyer sur enregistrement, enregistrer le truc. Donc ça me tient à cœur et en même temps, je ne sais pas ce qui me retient de le faire. C'est comme s'il y a, je sais pas, comme si j'ai besoin d'un petit coup de pied aux fesses et il faut que je me le donne. Voilà. Mais ça me tient à cœur de le faire. Je dirais, j'ai l'impression que, tout comme Martin, tu sais, l'œuvre de sa vie, ça a été les 3 livres qu'il a écrits. Pour moi, raconter toutes ces histoires, c'est ce que je veux laisser sur la planète quand je m'en vais. Ces histoires, qu'elles restent, qu'elles ne meurent pas avec moi, parce qu'elles sont trop belles et Mhm. trop inspirantes. Voilà. Wow, bah merci, je me réjouis de les découvrir. Un grand merci Annick et pour ceux qui aimeraient te suivre et travailler avec toi, où est-ce qu'ils peuvent te trouver? Alors, il y a le site de la fondation, euh, fondationbrofman.org, donc www, blablabla. Il y a aussi la Fondation a une page Facebook aussi. Si vous tapez sur Facebook Fondation Brofman, vous devriez tomber sur la page. Puis il y a ma page personnelle. Moi, j'ai pas de page. Bon, il y a la Fondation et les pages de la Fondation, mais moi, j'ai juste une page Facebook où j'ai décidé de ne pas avoir une page professionnelle et une page privée. J'ai qu'une page où, et c'est Annick Arnaud Brofman. Arnaud, Arniaud. Si vous tapez Annick Brofman, c'est un truc que j'avais créé, mais sur lequel je mets rien et que je ne sais pas comment l'effacer. Donc, Annick Arnaud Brofman, c'est ma page personnelle. Et là, j'échange des histoires, des photos, il y a tout. Il y a la personne professionnelle et la personne privée dessus. Il y a les deux. Après, Super. il y a la chaîne YouTube, mais moi, quand je tape Annick Brofman sur YouTube, je tombe sur les vidéos que j'ai sur la Fondation Brofman, mais pas sur ma page. Donc, il faut que je me penche là-dessus. Alors on vérifiera, puis comme ça je mettrai tous les liens dans les notes de l'épisode. Oh. Si, super. Mhm. Sinon, je fais des stages à Genève. Chez Oui, vous. je vais mettre Et à aussi le calendrier. Champé aussi, stage de 4 jours, hein, résidentiel, c'est un peu comme une retraite. Il y en aura une l'été prochain à Champé. Je me réjouis d'y retourner. C'est là où Martin préférait enseigner, c'est là où on a mis ses cendres. Et puis à Genève, à l'hôtel Warwick, c'est Sonia qui organise, Sonia Groppi. Il y a toutes les informations sur Facebook. Je vais à un atelier de la vue. Je crois que c'est les 12 et 13 octobre, samedi et dimanche. Et, euh, et puis le stage de guérison, le stage corps miroir, il y en a tout le temps. Je viens, je crois, 3, 4 fois. Mais il y en a en France aussi. Il y en a, j'en ai un à Londres, euh, juste après Genève. Je vais à Londres. Et puis, il y en a un peu partout. Je suis pas la seule à enseigner, hein. On est 7. Donc, il y a Jérôme qui est dans le nord de la France. Il y a Philippe et Viola qui sont en Allemagne, en Grèce. Costas en Grèce et Italie. Enfin, on est un petit peu partout. Mhm. Vous avez un calendrier des stages qui est très très bien fait. Oui, Je mettrai le lien aussi pour que la oui, personne. oui. Il y a le calendrier. Alors là, on est dans la période où on est en train de définir les dates pour 2005. Donc, si les gens vont maintenant, il n'y a pas toutes les dates pour 2025. Il n'y a pas toutes les dates encore. On est en train enfin, moi, perso, je suis en train de finaliser les dates. Donc, il y en a quelques-unes, mais elles n'y sont pas toutes. Mais pour la Suisse, elles y sont. Mhm. Ah, bah, Oui, super. ouais. Eh bien, un grand merci Annick pour tes partages vraiment inspirants et pour ta présence aujourd'hui. Bah, je te remercie beaucoup, Sophie. Moi, j'adore partager, j'adore passer ces messages comme ça. J'espère que les gens, ça aura inspiré bonheur, ok, et puis l'envie de faire la paix avec le monde. Voilà. Plus on est, avoir un sentiment de paix, et plus on influence ce qui se passe sur la planète. Là, il y en a vraiment besoin. Il y en a vraiment besoin. Mhm. Mm. Eh bien, un grand merci et puis Merci à tout le monde pour ceux qui ont écouté jusqu'au bout, ceux qui se sont arrêtés en voiture.
sur le bas-côté. sur le bas-côté. Et, euh, et puis, bah, à bientôt pour d'autres aventures. D'accord? Oui, Merci beaucoup, Sophie, vraiment. Merci beaucoup. merci, à bientôt, bye. Bye bye.